Une tension sécuritaire très forte en Israël, on l'a constaté après plusieurs attentats tragiques dans le pays, des profanations aussi, le tombeau de Joseph qui a été restauré après avoir été profané par un arabe palestinien. La riposte de Tsahal ne s'est pas fait attendre face à cette situation. Des opérations sont menées depuis maintenant plusieurs jours en Judée et Samarie, dans la ville de Jenin, notamment au nord de la région, là où de nombreux terroristes vivent, notamment, on l'apprenait, le terroriste de Tel Aviv. Et pour parler de toute cette situation, eh bien, nous sommes en ligne et en direct avec Stéphane Juffa, analyste stratégique, rédacteur en chef de la Metula News Agency, la fameuse MENA. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana et bonjour aux auditeurs, aux téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Stéphane. Alors on parle de ces opérations antiterroristes dans les territoires arabes palestiniens. Hier soir à nouveau, une cellule terroriste a été démantelée. 6 Arabes ont été interpellés près de Ramallah. Aujourd'hui Stéphane, on observe une forme de radicalisation peut-être dans les territoires palestiniens autant que dans la bande de Gaza finalement où le Hamas est maître. On a vu aussi ces Arabes se réjouir des attentats dans les territoires. Est-ce que vous constatez aussi cette radicalisation en Judée-Samarie ou pour vous c'est juste la continuité d'une situation dont on parlait trop peu? Non, c'est nous qui agissons, Ilana. D'abord, Gaza est calme et c'est très intéressant. Il y a une année, on parlait de Gaza tous les jours, des bombardements sur le pourtour de Gaza. Depuis qu'il y a le nouveau gouvernement en Israël, pas un obus de mortier, pas un tir de Gaza sur le sud d'Israël. Donc on exclut pour l'instant Gaza de l'équation. L'équation, c'est nous qui sommes actifs. C'est-à-dire que il y a rien de changé en Cisjordanie, il y a rien de changé à Jenin, mais le gouvernement israélien a décidé de ne pas les laisser mûrir dans leur jus, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire que ils s'organisaient en bande pour effectuer des attentats qui se sont multipliés durant ce dernier mois. Des attentats sanglants, on a perdu quand même beaucoup de gens, beaucoup de civils, et puis on a compris que en restant chez nous, puis en les laissant faire ce qu'ils veulent, notamment à Jenin, qui est le bastion central du terrorisme palestinien, en n'intervenant pas, en laissant ces cellules se développer à leur guise, amasser des armes, des moyens de perpétrer leurs attentats, ça va pas faire. Ça va pas le faire. Alors comment expliquer? Donc, on a donc depuis à peu près une semaine, sur une décision, lancé des opérations qui ont pour but d'arrêter, d'appréhender des leaders qu'on connaît, des gens qui sont recherchés, qui appartiennent à ces organisations terroristes. Alors vous parlez de Jenin, justement, c'est intéressant. Comment expliquer que cette ville soit un terreau pour les terroristes palestiniens? Quel est le lien peut-être? Elle est très marquée au niveau islamique. C'est un fief du djihad islamique surtout. Du Hamas aussi et un peu du Fatah, de l'OLP. Et puis, il y a au milieu de cette ville un endroit qu'on appelle le camp de réfugiés, mais c'est plus un camp de réfugiés depuis 40 ans, hein. C'est devenu un quartier. Quelqu'un qui traverserait ce camp aujourd'hui, imaginerait que c'est un quartier. Il y a d'ailleurs des très belles résidences, il y a même des villas mais on l'appelle toujours le camp de réfugiés et ça bourdonne. C'est-à-dire que comme surtout on hésitait entrer Ilana dans le camp de réfugiés de Jenin pour Tsahal, c'est prendre des risques. Donc si on n'est pas obligé de prendre des risques, jusqu'à maintenant on les prenait pas. Et puis là on s'est aperçu que si on prend pas ces risques, si on va pas chercher ceux qui organisent les attentats à Tel Aviv, à Hadera, à Beersheva, à Bnei Brak, si on va pas les chercher, ils se préparent puis ils fomentent ces attentats. Donc c'est la décision qui a été prise, c'est bien fait. On a un seul blessé depuis une semaine, les autres nous tirent dessus, mais on est bien protégés. Puis quand ils nous tirent dessus, on répond. Et parfois on neutralise des terroristes. Alors pour l'instant le Hamas de son côté reste éteint, en tout cas, tout comme Israël d'ailleurs, par la voix du ministre de la Défense Benny Gantz, qui a affirmé que le pays n'empêcherait pas les travailleurs palestiniens de venir, concernant peut-être une autre riposte. Est-ce que le Hamas risque tout de même de s'engager peut-être dans cette vague actuelle de terreur? Est-ce qu'on peut imaginer à présent de nouveaux tirs de roquettes sur Israël? Vous avez dit pas un seul tir de roquette depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement. Oui, il est tenté de le faire parce que c'est la marque de fabrique du Hamas. Le Hamas, c'est pas une organisation qui a pour but de faire de Gaza un paradis et d'industrialiser la Cisjordanie et de faire avancer la culture dans les territoires palestiniens. C'est une organisation qui a pour but de détruire Israël et de faire le plus de morts chez nous possible. Seulement, c'est la menace
de nos opérations. Vous imaginez bien que quand on intervient dans toutes les villes de Cisjordanie et qu'on est, je dirais, installé de manière sérieuse autour de Gaza, eh bien le Hamas, il réfléchit pas à 2, mais à 3 ou à 5 fois avant de recommencer des actions violentes, parce que le Hamas sait très bien qu'avec ce gouvernement, avec Benny Gantz, avec Yair Golan, s'ils nous tirent dessus, eh bien on va les écraser de bombes. Donc c'est cette déterrence, c'est cette manière qu'on a de leur dire attention. Vous pouvez évidemment, on peut pas empêcher quelqu'un de tirer un obus de mortier ou un coup de fusil, mais si vous le faites, ben regardez qu'on est bien organisé, on sait ce qu'on fait, on sait où vous êtes, on sait qui sont les leaders. Donc vous faites votre calcul, puis vous décidez. Puis pour le moment, eh ben le Hamas a décidé dans ce calcul, dans cette équation, il en a de rester tranquille. Alors la menace quand même reste très forte, on le constate aujourd'hui de plus en plus, ces attentats sont commis au centre même de l'État d'Israël, à Tel Aviv. Ça nous ramène un petit peu dans les années 2000, pendant l'intifada. Quelles sont les mesures que l'on pourrait prendre pour endiguer cette vague ? Vous parlez du fait qu'Israël va chercher ces terroristes maintenant au cœur même des territoires palestiniens, mais est-ce que ça va vraiment endiguer cette vague ? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être faire autre chose ? On parle de la construction peut-être d'une nouvelle barrière de sécurité, je ne sais pas. C'est-à-dire que l'ancienne a plein de trous. C'est vraiment pas difficile d'entrer de Cisjordanie en Israël. C'est pas une barrière, c'est pas un mur, c'est un grillage. Et vraiment, je suis allé voir, tous les 50 mètres, il y a des trous. On peut passer comme on veut. Oui. Alors, il y a pas mal de faux semblants. D'abord, on a besoin de la main-d'œuvre palestinienne. C'est pas l'Israélien moyen qui construit des maisons. Et toute personne qui arrive en Israël est surprise. Il y a des grues partout en Israël. On est vraiment dans le boom d'après le Corona. C'est très différent des autres pays. C'est très différent de la France. Israël n'a pas de dette Corona. La circulation sur les routes et les autoroutes est insupportable en Israël. On est vraiment en plein baby boom et on a besoin de cette main-d'œuvre palestinienne. Donc, jusqu'à maintenant, tant qu'il n'y avait pas d'attentat, je dis la vérité, j'ai pas de langue de bois. Ces failles dans la barrière de sécurité, elles nous arrangeaient bien. C'était pas trop désagréable d'avoir des ouvriers au noir qui venaient bosser. Et puis maintenant, il y a ces attentats. C'est donc des attentats de ce qu'on appelle les loups solitaires. C'est un minimum d'organisation, des petites cellules difficiles à cerner. Puis s'il y a un type qui ressemble à un Israélien et puis qui arrive avec un pistolet qui est grand comme ça, c'est difficile, c'est pas possible de l'arrêter. C'est un coup de bol si on l'arrête. Alors quelle est la part de responsabilité aussi de l'autorité palestinienne, puisqu'on a parlé du Hamas, qu'en est-il justement du Fatah, de l'OLP, de l'autorité palestinienne aujourd'hui de Mahmoud Abbas? Elle est très faible, elle est abandonnée par les autres pays arabes, on le voit bien, elle est presque plus un élément incontournable au Moyen-Orient. Elle le prend très mal. Et puis il y a des nouvelles décisions au niveau, par exemple, de l'Union européenne d'arrêter certains financements. Donc le salaire des fonctionnaires de l'autorité palestinienne a baissé très nettement. Il y a une raison à cela. J'ai vu hier, j'ai regardé les nouveaux livres d'éducation pour les écoles de l'autorité palestinienne, donc commandés, fabriqués par l'autorité palestinienne. C'est de plus en plus non laïque, contrairement à ce que les médias français racontent. Ça fait référence au Coran à toutes les pages, et puis ça invite textuellement, avec des dessins, les jeunes Palestiniens de 12 ans et de 14 ans de se sacrifier, de devenir des shahids, c'est-à-dire de mourir en tuant des Israéliens. Ça, c'est la réalité de l'autorité palestinienne aujourd'hui. Et puis, les États européens réagissent tout de même en diminuant les budgets. Il y a toujours de l'argent européen qui arrive, mais ils sont pas spécialement excités et contents de voir ce genre de développement. C'est-à-dire que il y a deux tendances au sein de l'autorité palestinienne. Après ce lâchage par les pays arabes, cette marginalisation, il y a ceux qui essayent de raccrocher le wagon et de participer à l'essor de la région. Et c'est à peu près la moitié des barons de l'autorité. Et puis il y a ceux qui se disent si on est isolé, si on est marginalisé, on va se radicaliser, on va encourager ces actes terroristes, on va les fêter, on va les saluer. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a ces deux courants. Alors très rapidement, pour clore ce dossier sécuritaire, avant de parler d'une affaire d'espionnage, on le sait, demain on s'attend à des mouvements de foule importants sur le mont du Temple à Jérusalem, à la fois pour les prières musulmanes du vendredi, mais aussi pour le début de la fête de Pessah.
À quoi faut-il s'attendre désormais, Stéphane ? Ilana, le terrorisme zéro, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque. Il y a des gens qui sont armés, même lourdement armés, à 2 kilomètres du mur des lamentations. Il suffit qu'il y en ait un qui arrive à passer les barrages de police, et puis il peut y avoir des attentats. Et même avec toutes les mesures qu'on prend, et je pense qu'on agit de manière tout à fait judicieuse dans les territoires, on fait ce qu'il faut faire, on essaie de les avoir en amont, à la source, et ça marche très bien. Mais le terrorisme zéro, ça n'existe pas. Donc, ce que je peux dire aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'est que on a pris toutes les dispositions nécessaires, notamment aux endroits chauds comme la porte de Naplouse à Jérusalem, comme l'accès au mont du Temple, aux mosquées. On a fait vraiment tout ce qu'il fallait. Les policiers, les agents, l'armée, les commandants sont là en nombre, mais ça ne signifie pas qu'on est en risque zéro. On contrôle, on maîtrise. C'est-à-dire, il va pas se passer des événements qui seront incontrôlés. Bien sûr. Et Voilà. on suivra bien sûr tous ces développements. Alors, l'autre dossier sécuritaire, il nous reste très peu de temps, Stéphane, mais on souhaitait quand même en parler avec vous, cette affaire qui est passée un petit peu inaperçue, et pourtant, une enquête du Shin Bet a été ouverte après qu'une tasse isotherme, alors ça sonne un petit peu comme une blague, une tasse ait été offerte au bureau du gouvernement israélien par l'ambassade de Chine. Jusque-là, rien de suspect, mais la tasse contenait apparemment un système d'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de cette affaire, Stéphane ? Est-ce qu'on doit la prendre au sérieux ? On peut faire très court, c'est du pipeau. Du pipeau, carrément. Ouais, non, c'est du pipeau total. C'est-à-dire qu'on a trouvé ces tasses un peu bizarres, puis elles ont été offertes à plusieurs ministres. On s'est demandé aussi pourquoi les Chinois offraient pour Pessah des couverts de Pessah à tous les ministres. Et puis il y avait un revêtement un peu bizarre. Et on a tout vérifié. Puis selon les informations que j'ai d'hier soir, il y a rien. Eh bien, très bien. En tout cas, c'est rassurant. Alors, pour terminer, Stéphane, je voulais quand même en parler. Vous donnez plusieurs conférences très bientôt en Europe, à Paris, notamment le 28 avril. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement ? Oui, alors on va analyser. En sortie du Covid, on pensait que tout irait bien, qu'on se remettrait sur les rails. Et puis il y a le problème lancinant de l'Iran, cette menace nucléaire, avec les négociations qui n'avancent pas. Il y a la guerre d'Ukraine, ça impacte énormément Israël, ça impacte la situation. Il faut en parler. Je viens en parler. 4 conférences: Bruxelles, Grenoble, Paris, Genève. Ouais. À Paris, ce sera à la mairie du 16e, le jeudi 28 avril. C'est organisé par la loge Ben Gurion, le Keren Hayesod et la plupart des grandes loges bnébrites parisiennes. Ceux qui veulent et il faut s'inscrire. Oui. Il faut s'inscrire, et puis il n'y a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup d'amis de la MENA à Paris. Donc, allez voir peut-être sur le site de la loge Ben Gurion, ou sur les sites de la Metula News Agency, Facebook et le nôtre. Et puis, je pense qu'on va faire une très belle soirée, une très belle conférence. Bien sûr. Donc, ça sera le jeudi 28 avril dès 19h à Paris, à la mairie du 16e arrondissement. Merci beaucoup, Stéphane Juffa, analyste stratégique, rédacteur en chef de la Metula News Agency. À très bientôt, Stéphane, sur Radio J.